Voilà, donc je vais prendre la parole sur en fait la maladie de Lyme, donc, qui a été un petit peu mon occupation là, sur les 10 dernières années. Je suis effectivement une ancienne pilote de ligne, mais ça c'était déjà dans une autre vie. Aujourd'hui, je me suis beaucoup plus penchée sur l'approfondissement de la connaissance et de la compréhension de la maladie de Lyme et au-delà de la maladie de Lyme, de ces maladies chroniques. Donc la maladie de Lyme, en fait, pour moi, est une pathologie qui est bien évidemment infectieuse. Les malades de Lyme le savent bien. Et une pathologie complexe parce qu'elle ne concerne pas seulement la borrélie, qui est une bactérie responsable donc, de la borréliose de Lyme, mais elle concerne en fait de nombreuses co-infections qui viennent profiter d'un terrain modifié, comme on dit en homéopathie, pour finalement venir envahir nos cellules et notre corps. La toxicité environnementale fait le lit, c'est un véritable tapis rouge pour nos maladies infectieuses. Et on voit aujourd'hui que les maladies infectieuses ne cessent de se développer d'une manière galopante. Et on a eu déjà beaucoup de pistes de réponse ce matin par les experts en toxicologie et autres aluminium et le vin en plus. Enfin, on voit bien que nous sommes dans un environnement extrêmement toxique. Et ce n'était pas le cas il y a 70, 100 ans, 150 ans. On n'avait pas cet environnement aussi toxique. Donc les maladies infectieuses se développaient moins. On n'entendait pas parler de maladies chroniques, on entendait parler de maladies aiguës, mais pas de maladies chroniques. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau qu'il faut reconsidérer dans un contexte environnemental. Alors, je voudrais remercier en commençant déjà Alexandra Koenig, qui est une malade de Lyme en Alsace et qui est professeure de mathématiques et qui est également artiste, auteur, photographe, qui fait des photos magnifiques. Et dans ses nombreuses publications cet hiver et ce printemps, elle a proposé différentes images, différentes photos. Elle m'a autorisé à vous présenter celle-ci que j'ai trouvée particulièrement belle, avec cette neige qui recouvre l'Alsace. Je souhaitais partager ce moment de beauté avec vous. La borréliose de Lyme, donc je le disais, c'est une maladie infectieuse générée par une bactérie. La maladie de Lyme, c'est une maladie qui comprend la borréliose de Lyme dans toutes ses formes, 4 formes connues, en tout cas extracellulaire, intracellulaire, forme kystique, et puis, comme toutes les bonnes bactéries savent le faire, elle construit des biofilms. Il faut traiter dans la maladie de Lyme, donc tout cela, les différentes formes que peut prendre la borrélie et les co-infections qui sont bactériennes, virales, parasitaires, et les levures et les moisissures également. Et quel est le lien avec notre environnement toxique, comme je le disais tout à l'heure? Eh bien, en fait, on va revenir sur les pesticides. On en a entendu parler ce matin abondamment, les pesticides. Alors, on pourrait prendre de multiples exemples, je ne peux pas tous les relever, mais de nombreuses études, dont une assez récente, montrent que les pesticides utilisés dans l'agriculture intensive que nous connaissons fragilisent le système immunitaire des rongeurs et permettent la circulation des agents infectieux. Si c'est valable pour les rongeurs, qui sont porteurs en grande partie des tiques vectrices de la borréliose de Lyme, il est bien évident que ça fragilise également notre système immunitaire. Le professeur Gherardi, entre autres, en a largement parlé ce matin. Ces pesticides nous intoxiquent et fragilisent donc notre système immunitaire. On a les aliments OGM, alors je ne vais pas me substituer certainement pas au professeur Serralini qui vous expliquera ça très scientifiquement et 1000 fois mieux que moi. Ces OGM sont une catastrophe pour notre environnement et sont une catastrophe pour nos cellules qui sont des cellules OGM aujourd'hui. Les additifs alimentaires, le professeur Éric Oudot de l'université Toxalim à l'INRA à Toulouse a bien mis en évidence, entre autres avec son équipe, que les additifs alimentaires que l'on trouve dans la nourriture, les boissons, les bonbons, voilà, toutes sortes de choses, ont pour première cible notre intestin avant de venir se mettre dans notre foie, nos reins et nos cerveaux. Les champs électromagnétiques, eh bien, les champs électromagnétiques, l'OMS a de multiples dossiers scientifiques sur les effets délétères, les effets nocifs des champs électromagnétiques. Et notamment pour des personnes qui ont des amalgames dentaires, comme moi j'en ai eu 16 depuis ma plus tendre enfance, eh bien ces personnes-là vont
au contact des bien involontaires des champs électromagnétiques, ces personnes-là vont relarguer du mercure, ce mercure qui est contenu dans les amalgames dentaires. Ça, c'est une étude scientifique également, et bien d'autres problèmes, bien évidemment, avec ces champs électromagnétiques, modification de l'ADN, enfin, vous voyez ce qui est écrit, ce qui va amener à des syndromes de fatigue chronique, des troubles du comportement, du développement, de l'attention, l'hyperkinésie, enfin, une inflammation chronique, en fait. On a également les éléments traces toxiques. J'y faisais une petite allusion ce matin avec le professeur André Picot dans son trio des toxiques. Alors on a le plomb, le mercure, le cadmium, l'arsenic, l'aluminium, le nickel, l'argent, le chrome, le titane, c'est sans fin. Où est-ce qu'on va les trouver? Eh bien on va les trouver déjà en grande quantité dans les amalgames dentaires, et ce en transgénérationnel, c'est-à-dire qu'il a été prouvé notamment par le professeur Boyd Haley aux États-Unis que ces toxiques qui se retrouvent dans les dents d'une maman sont, et surtout si elle est enceinte, vont se transférer dans le fœtus. Le fœtus servant malheureusement en quelque sorte de poubelle d'élimination, d'objet de détoxication pour la maman. C'est une catastrophe pour ce fœtus qui, en transgénérationnel, va récupérer ces éléments toxiques. Et puis il y a les autres mises en bouche, que j'appelle les mises en bouche, qui ne sont pas celles de Jérôme ce matin, les bonnes mises en bouche qui nous font plaisir, mais les mises en bouche très nocives, dangereuses, mises en place avec la bénédiction de nos autorités de santé, bien sûr, les couronnes, les bridges, qui contiennent des alliages de métaux toxiques, les implants en titane, contre lesquels notre système immunitaire peut aussi se révolter. On en a bien sûr dans les vaccins, ça a été évoqué ce matin, dans l'eau du robinet, ça a été évoqué également ce matin. On en trouve donc en tant que conservateur, par exemple, le mercure est utilisé comme conservateur des fruits confits, et on trouve de l'aluminium dans le lait maternisé, dans certains laits maternisés. Ça a été évoqué également. En fait, si on a un terrain sain, dans un environnement sain, la borréliose de Lyme ne pose pas de problème. Si on a une vie saine, dans un terrain sain et un environnement sain, la borréliose de Lyme n'a jamais posé de problème, puisque cette bactérie existe depuis 300 millions d'années et que nous sommes aujourd'hui pour en parler. Là, ici, dans ce théâtre. Donc, ça veut dire que tous ces microbes que nous avons dans l'organisme depuis des millions d'années, eh bien... en fait, on a toujours su composer avec. Et là où aujourd'hui tout cela se révèle, c'est parce que nous avons un environnement extérieur et un environnement intérieur qui ne sont plus aptes à faire face à cette toxicité qui ne cesse d'augmenter. Alors, comment va-t-on traiter la maladie de Lyme? Je ne parle pas de la borréliose de Lyme, je parle de la maladie de Lyme, c'est-à-dire, vous vous rappelez, donc, le bouillon de culture entre la borrélie et ses copines, les co-infections. Eh bien, il va falloir diminuer la charge infectieuse globale. Alors, on a de nombreux outils. Je vous fais une liste non exhaustive de ce que l'on peut trouver, en passant par l'antibiothérapie, les huiles essentielles, bien évidemment, qui sont donc issues de plantes. Le chlorure de magnésium, nous en parlions avec M. Montagnier juste il y a quelques minutes, qui est un anti-infectieux absolument remarquable. La vitamine C en intraveineuse ou éventuellement sous forme liposomale ou à haute dose. Les isothérapiques homéopathiques qui sont un outil formidable, très bien connu d'un grand expert français qui s'appelle le professeur Albert-Claude Kemoun et qui saura bien vous expliquer cela au cours d'ateliers qui auront lieu au mois de juillet dans le bocage du Bourbonnais à Bourbon-l'Archambault. Ce sont des sécrétions qui sont prises dans notre corps et à partir desquelles on va faire des traitements homéopathiques. C'est certainement une des meilleures voies de traitement. Voilà, c'est une des propositions bien évidemment très respectueuses de l'environnement et de notre corps. On a nous parlions ce matin non pas du chlorure de magnésium, mais du dioxyde de chlore, voilà, qu'on appelle aussi le MMS, qui est un excellent outil donc, qui donne des résultats remarquables chez les autistes et chez les cancéreux, etc. Et peut-être M. Montagnier vous en parlera-t-il tout à l'heure.
Encore faut-il, comme tous les outils, savoir les prendre, bien évidemment. Le Nisonide, pour le nommer, est un outil qui n'est pas fabriqué en France et qui est même interdit d'ailleurs en Europe, mais qui donne également des résultats remarquables, combinés souvent avec un antibiotique pour traiter les Lyme chroniques, et notamment ce qui pose un problème chez les Lyme chroniques comme chez les autistes, c'est-à-dire pour traiter les parasitoses. Et puis bien évidemment, on a aussi un ennemi redoutable, c'est le Candida albicans, une levure qui s'accroche comme avec des petits crampons dans nos tissus, détruisant peu à peu ces tissus. Et là, on a beaucoup de difficultés. À la limite, le dernier survivant dans la guerre contre ces pathogènes, ce sera peut-être le Candida albicans, pour lequel pratiquement il n'y a que la réforme alimentaire qui réellement soit très efficace. Il faut diminuer, pour traiter cette maladie de Lyme, la charge toxique globale. Ça passe par une réforme alimentaire, on l'a bien entendu ce matin. Nous avalons des pesticides, on nous ingurgite, on nous fait ingurgiter toutes sortes de produits qui sont frelatés, qui n'ont plus rien à voir avec le vivant. Et il faut donc avoir un régime hypotoxique. Consommer beaucoup de légumes bio, plus. Et c'est là qu'il faut vraiment rechercher, dans le cadre des travaux qui sont faits en biodynamie, c'est là qu'on a aujourd'hui les chances de trouver le plus bio possible, sachant que le vrai bio, aujourd'hui, malheureusement, n'existe plus, puisqu'on ne peut pas empêcher les contaminations toxiques d'envahir la Terre. Aujourd'hui, la Terre est très malade. C'est peut-être même le premier grand malade dont on a à s'occuper. Et dont on a à se mettre, auprès duquel on a à se mettre au chevet. On peut utiliser des chélations, on peut et on doit parfois, ça dépend, ça se discute, c'est du cas par cas, utiliser des chélations chimiques ou naturelles. Je ne suis pas personnellement favorable aux chimiques, mais certains professionnels les maîtrisent extrêmement bien avec des résultats remarquables, notamment sur des SLA, des maladies de Charcot. Moi j'ai fait une autre option, je vous en parlerai rapidement tout à l'heure. Il faut évaluer notre environnement toxique quotidien, domestique et professionnel, avec les champs électromagnétiques, les peintures, les tapisseries, même les vêtements. On fait maintenant des vêtements bio et français en plus, hein, donc ça existe, vous pourrez trouver ça sur Internet. Et puis il faut décontaminer la cavité bucco-dentaire quand on a beaucoup d'amalgame, quand on a des couronnes qui contiennent cadmium, nickel, chrome, avec parfois encore du mercure dedans, ce qui a été le cas chez moi et qui m'a à un moment donné posé un énorme problème il y a 3 ans. En retirant une couronne, il y avait du mercure dedans et je me suis retrouvée avec le mercure en bouche et les dents noires, la langue noire, les selles noires, pour vous passer les détails. Ça a été un catabolisme, littéralement. Donc on a des gros problèmes avec ce niveau-là. Il faut que ce soit très bien fait quand on intervient dans la bouche, bien sûr. Réparer l'intestin, mais oui, l'intestin, c'est probablement notre premier cerveau. C'est probablement notre premier cerveau et c'est là que la réforme alimentaire doit nous amener à protéger cet intestin, ne pas l'irriter, le rendre encore plus poreux qu'il ne l'est. Il faut également enlever les toxiques qui s'y trouvent et ne pas en consommer. Donc le choix de l'alimentation est très important. Il ne faut bien sûr pas nourrir les pathogènes, les microbes, ces vilains microbes qui se nourrissent principalement de sucre, hein, d'ailleurs, bactéries, levures, voilà, continuer à manger du sucre, sous toutes les formes. Quand je dis sucre, ce n'est pas des carrés de sucre, hein, c'est des hydrates de carbone, tout ce qui va se transformer en hydrates de carbone, une bonne farine une farine de sarrasin, qui n'est pas une céréale mais une plante, va se transformer dans l'intestin en sucre, entre guillemets, puis en alcool et possiblement en acétaldéhyde qui va monter au cerveau et générer toutes sortes de problèmes que connaissent bien les autistes, d'ailleurs, très bien décrit dans le livre de Dr Natasha Campbell, le livre qui s'appelle GAPS, préfacé par le professeur Montagnier d'ailleurs. Et puis, on va réparer le terrain, il faut réparer le terrain et supplémenter en vitamines, en glutathion, en oméga 3. Il faut nutrir les cellules, comme je le dis. Et en dernier lieu, bien sûr, et peut-être même en premier lieu, tout à fait au fin fond de la mer, aller regarder aussi dans notre psychisme, notre histoire, ce qu'il se passe dans cette histoire.
personnel. Alors moi je vais vous donner un exemple d'échélation d'éléments traces toxiques, pour ne pas dire des métaux lourds, puisqu'il n'y a pas que des métaux lourds, il y a des éléments traces toxiques, c'est comme ça qu'on les appelle dans la réalité. Sur ce tableau que vous voyez, ça correspond à donc mon cas personnel, et c'est une étude que j'ai faite sur 2 ans me concernant, où on voit qu'il y avait une toxicité en éléments traces toxiques extrêmement importante. En aluminium, bon, ça allait encore, mais l'aluminium, on ne peut pas réellement le chélater, donc on ne peut pas savoir quel est le dosage réel que l'on a, encore en extracellulaire à la limite, mais en intracellulaire, on ne peut pas le savoir, on n'a pas de chélateur, si ce n'est la silice, éventuellement le malade de magnésium, mais c'est insuffisant pour savoir ce qui se passe en intracellulaire. En revanche, on a des outils chélateurs pour d'autres choses comme l'argent, l'arsenic, le cadmium, le plomb, le mercure, le nickel et l'étain. SN, donc c'est l'étain, et on s'aperçoit qu'en fait, quand j'ai fait ces examens, premiers examens, donc avec mobilisation des métaux toxiques, des éléments toxiques, en janvier 2016, j'étais très intoxiquée en tous ces éléments toxiques qui figurent sur le tableau que vous voyez, très très intoxiquée. J'avais notamment 10 fois plus d'arsenic que prévu, j'étais très intoxiquée à l'arsenic. On trouve beaucoup d'arsenic dans l'eau, dans les eaux souterraines en fait. On les retrouve dans le robinet après, bien sûr. En cadmium aussi, l'étain, le mercure, j'étais 26 fois plus intoxiquée au mercure que la norme. J'avais 7 fois plus de plomb que la norme. J'étais à 4 fois plus 2 fois et demi plus de nickel, etc., etc. Donc des taux très importants, et on s'aperçoit qu'au bout de 2 ans de chélation naturelle, avec des outils naturels, eh bien, tout est revenu pratiquement dans l'ordre. Il y a juste le nickel qui ressort actuellement, pour des raisons que je ne suis pas arrivée à m'expliquer, mais je suis arrivée à quelque chose de normal aujourd'hui. Donc je suis arrivée en 2 ans, c'est quand même 2 ans de chélation. Je continue néanmoins mes chélations actuellement, parce qu'on a une vue extracellulaire et potentiellement un petit peu intracellulaire, mais je ne suis pas sûre d'être encore arrivée au bout du chantier, donc je le continue. Et on retrouve cela sous forme de tableau, que vous pouvez voir également sur ma page Facebook si vous souhaitez y aller. Donc c'est intéressant quand même de voir qu'on peut détoxifier l'organisme, et j'ai hâte de savoir ce que va nous dire le professeur Serralini sur la détoxication par les arômes. Là, je suis très très intéressée. Choisir le vivant, c'est changer notre regard sur la vie, bien évidemment, c'est considérer différents possibles, différents chemins. Dans la recherche et dans la science, il n'y a aucune vérité, il y a des choses que l'on trouve et que l'on doit encore faire évoluer dans le futur, et c'est ça qui est passionnant, d'ailleurs, c'est qu'on n'en finit jamais. J'ai pris ma maladie de Lyme d'ailleurs comme une aventure, une recherche permanente qui n'est pas terminée. Et puis je dirais enfin, et c'est ce que nous ferons ce soir, qu'il faut rassembler toutes les compétences et tous les savoirs que vous aurez eu la possibilité de rencontrer et d'écouter aujourd'hui autour d'une table, pour enfin se mettre au chevet du malade. C'est ce que me disait le papa d'une jeune fille autiste dont je m'occupe actuellement, et je me fais un petit peu son messager aujourd'hui, parce qu'en s'occupant uniquement de la détoxication de son environnement, qui a été entièrement détoxiqué, l'environnement domestique, et de la détoxication de cette jeune fille, et en modifiant son alimentation, on a des résultats déjà remarquables. Il n'y a pas eu de médicament qui a été mis actuellement. Donc c'est vraiment, on a vraiment des choses à faire, et ces compétences, elles doivent servir au profit de cette jeune fille qui s'appelle Élodie. Je pense à elle tout particulièrement, cette jeune fille autiste. Je remercie Anne de Constantin de nous avoir à tous donné l'occasion de m'exprimer, à moi de l'honneur qu'elle me fait de venir participer à une telle présentation de grands savoirs, de grands médecins et professeurs et spécialistes qui sont là. C'est vraiment pour moi un honneur et une chance. Je voudrais terminer sur une photo encore de Alexandra Koenig, que je remercie infiniment, parce que choisir le vivant, c'est ça. Merci à vous.